Le soir du 18 janvier 1986, dans la ville de Mission Viejo, en Californie, aux États-Unis, une étudiante rentrait chez elle après une longue journée de travail. Ce soir-là, rien ne laissait présager que sa routine tranquille allait basculer. Car tapis dans l'ombre, un prédateur silencieux l'observait, invisible, discret, déjà prêt à frapper. Elle marchait sans le savoir vers l'inévitable. Ce soir, elle aura rendez-vous avec son destin funeste. Cet événement inquiétant ne sera que le point de départ de l'une des affaires criminelles les plus sombres de l'histoire de la Californie. Bonjour à toi, âme innocente, je suis Azazel, l'archange des ténèbres. Je suis venu dans ton monde pour sonder le plus sombre de l'âme humaine. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire réelle et profondément troublante du tueur en série Andrew Urdiales. Mais sans plus attendre, l'heure est maintenant venue de plonger avec moi dans les abîmes. Notre histoire débute le 4 juin 1964, dans la ville de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis. Ce jour-là voit la naissance d'Andrew Urdiales. Andrew est le cadet des 3 enfants du couple formé de Margaret et d'Alfred Urdiales. Cette famille semblait en apparence tout à fait normale. Alfred, le père, un vétéran de la guerre du Vietnam, travaillait en tant qu'ouvrier dans une usine métallurgique de la ville. Sa mère, quant à elle, était mère au foyer. La famille Urdiales était typique de la middle class américaine et était très appréciée par leurs voisins et globalement par la communauté. D'un point de vue financier et malgré des revenus modestes, la famille ne manquait de rien, un fait qui sera bien plus tard confirmé par un des frères d'Andrew. Malgré cette apparence de banale normalité, la famille Urdiales était en réalité chaotique. En effet, Alfred, le père, était une personne extrêmement distante avec sa femme et avec ses enfants, et avait une posture extrêmement autoritaire. Selon l'enquête de la police qui sera menée plus tard, Alfred n'était pas une personne violente, mais il avait un caractère très froid et très dur. Du côté de Margaret, la mère, celle-ci avait au contraire un caractère très renfermé. Elle souffrait aussi depuis de nombreuses années d'une dépression profonde. Ce mélange de froideur, de rigueur et de dépression ne permettra pas aux enfants Urdiales de grandir dans une atmosphère saine. Mais bien entendu, ce foyer instable n'est absolument pas suffisant pour pouvoir déterminer la trajectoire future du petit Andrew. En effet, dès son plus jeune âge, Andrew était différent. Il était un enfant triste et très renfermé sur lui-même. Mais à ce stade, rien de spécial n'est encore à signaler. Quelques années plus tard, en 1970, alors âgé de 6 ans, Andrew intègre la Waters Elementary School pour débuter son parcours scolaire. Dès son entrée à l'école, Andrew s'intègre mal. Il est toujours autant refermé sur lui-même. Plus tard, ses camarades et ses professeurs se souviendront de lui comme d'un élève solitaire, maladroit et très bizarre. Et très vite, il commencera à être la victime de moqueries de la part des autres élèves de l'école. Ce début compliqué à l'école ne va pas favoriser ses études. Il se révèle très vite être un élève médiocre. Toujours à la même période, il semblerait aussi que le petit Andrew ait fait une chute dans les escaliers de l'école, ayant potentiellement provoqué des lésions cérébrales non diagnostiquées. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas développer davantage ce point, car les sources sont contradictoires sur ce sujet. Et le temps va encore passer, et Andrew va de plus en plus se refermer sur lui-même. Selon les psychiatres qui étudieront ce dossier plus tard, c'est vers la préadolescence, et pour une raison inconnue, qu'Andrew va commencer à développer des pensées noires. Un basculement s'opère alors progressivement, et son état mental se détériore progressivement. En 1976, un premier événement terrifiant va arriver. En effet, alors âgé de 12 ans,
Andrew jouait avec le chien de la famille lorsque, pris d'une soudaine colère, il se saisit d'une batte de baseball et bat le chien à mort. Selon ses propres dires plus tard, il ne pouvait pas expliquer cette colère soudaine, mais cela s'est présenté à lui comme une pulsion à assouvir. Il racontera aussi plus tard qu'il avait caché son acte à ses parents en leur disant que le chien était tombé accidentellement. Avouez que cet événement est très troublant. Plus tard, en 1977, Andrew réussit tant bien que mal à sortir diplômé de la Waters Elementary School et intègre la Thornridge High School pour débuter ses études secondaires. Mais ce changement d'environnement n'aura aucun impact positif. Andrew était toujours aussi solitaire et était toujours aussi introverti. Durant cette période d'études secondaires, rien d'autre ne sera à signaler. Mais avec les années, le monde autour de lui semble s'éloigner. Andrew n'a pas d'amis, aucune relation stable. Les liens sociaux pour lui ne sont que des fonctions à imiter, des masques à porter. Il observe les autres, les familles, les couples, les réunions d'amis, comme un intrus regardant par la fenêtre d'un monde auquel il ne participe pas. Dans sa tête, l'idée même d'intimité humaine est déformée, abîmée. Et à mesure que le temps passe, cette solitude ne l'affaiblit pas, elle l'endurcit. Elle lui donne une illusion de contrôle derrière son regard froid. Une obsession prend racine, une obsession qu'il ne pourra bientôt plus contraindre. Nous sommes maintenant en 1982. Andrew, alors âgé de 18 ans et toujours autant solitaire et instable mentalement, sort diplômé de la Thornridge High School et décide, sur les conseils de son père, d'intégrer l'armée des États-Unis. Il se présente donc en septembre 1982 dans un centre de recrutement et est finalement accepté et envoyé à la base Pendleton en Californie pour débuter sa Basic Training. La Basic Training est l'entraînement standard de toute nouvelle recrue avant d'être officiellement intégrée dans l'armée et être affectée à une base opérationnelle. Après 4 mois d'entraînement au combat, Andrew intègre donc l'armée américaine et est affecté à la base de 29 Palms en Californie. Durant son passage à la base, Andrew sera formé au maniement des armes, aux techniques de camouflage et aux techniques de combat au corps à corps. Durant son passage à l'armée, Andrew semblait enfin avoir trouvé sa voie. Il semblait être dans son élément et semblait avoir trouvé une certaine stabilité mentale. Mais détrompez-vous, il n'en était rien. Andrew était toujours rongé par ses démons intérieurs et par ses obsessions. Un de ses camarades à l'armée racontera plus tard qu'Andrew lui avait avoué la raison de sa présence à l'armée. En effet, Andrew avait avoué à son camarade que la raison principale de son entrée à l'armée était qu'il souhaitait apprendre à tuer. Cette déclaration fait froid dans le dos, connaissant la suite de cette histoire. Entre 1982 et 1986, Andrew sera considéré comme un soldat modèle. Il ne franchira aucune limite. Mais bien entendu, celui-ci avait un autre plan. Et maintenant qu'il avait appris à tuer, il allait bientôt mettre en pratique ses leçons. Et ce qui devait arriver allait inévitablement arriver. Le soir du 18 janvier 1986, Robin Brandley, une étudiante en communication de 23 ans, quitte le campus du collège Saddleback dans la ville de Mission Viejo, dans l'État de Californie. Robin venait de passer une très longue journée de cours, comme tous les jours, et avait hâte d'enfin rentrer chez ses parents pour un repos bien mérité. La routine, en somme. Mais cette nuit-là, alors qu'elle marchait seule dans la rue sombre, elle ignorait qu'elle était observée. Un homme scrutait chacun de ses pas et chacun de ses gestes. Pour lui, cette nuit n'était pas comme les autres. Devant lui se tenait sa proie, et cette nuit était enfin le moment où il allait assouvir ses pulsions les plus sombres. Après quelques minutes d'observation, Andrew s'approche doucement de Robin tout en empoignant son couteau caché dans sa poche. Arrivé proche d'elle, il se jette sur elle, la menace de son couteau et l'entraîne dans une ruelle sombre. Et puis, le regard froid et sans un mot, il lève son couteau et la frappe. 1 fois, 2 fois, puis des dizaines de fois. Un acharnement froid, calculé. Après avoir fini, Andrew se relève calmement
et rentre chez lui comme si de rien n'était. Le corps de Robin sera découvert quelques heures plus tard. Un gardien de la sécurité en ronde dans le campus tombe par hasard sur la scène et ce qu'il découvre est insoutenable. Très vite, les autorités locales sont appelées et la police établit un périmètre de sécurité autour de la scène. Les premiers investigateurs qui arrivent sur place comprennent immédiatement qu'ils n'ont pas affaire à une agression ordinaire. Il ne s'agit pas d'un vol qui a mal tourné, ni d'un règlement de compte. C'est un meurtre, froid, méthodique, bestial. Un des policiers chargés de l'affaire déclarera plus tard dans une conférence de presse, je cite, « Nous sommes probablement face à un individu avec un profil psychologique très dangereux, quelqu'un qui a agi par pur plaisir. » Le corps de Robin sera autopsié dans les jours qui suivent, et l'expertise révélera 41 coups de couteau, tous portés avec une rage incroyable. Pour la police, c'est une course contre la montre qui commence. Ils savent qu'un tel individu peut frapper de nouveau à tout moment. Mais le tueur, lui, a déjà disparu dans l'ombre. Il est reparti comme il était venu, en silence. Et dans son esprit, un nouveau monde vient de s'ouvrir. Il vient de passer le point de non-retour. Et ce meurtre, ce premier meurtre, ne sera que le début. 2 ans plus tard, alors que l'enquête de la police était au point mort, Andrew va frapper de nouveau. Le 17 juillet 1988, de nouveau habité par ses pulsions, il se met en chasse dans la ville de Cathedral City, en Californie. Alors qu'il roulait dans sa voiture à la recherche de sa prochaine victime, il croise la route d'une jeune femme nommée Julie McGee, 29 ans. Celle-ci faisait du stop sur le bord d'une route isolée. Andrew s'arrête et la laisse monter, en lui déclarant qu'il pouvait la déposer un peu plus loin. Mais très vite, après quelques kilomètres, l'atmosphère dans l'habitacle change. Julie sent quelque chose d'anormal. Le regard d'Andrew fixe, vide, glacial, ne la quitte pas. Sans signe annonciateur, il s'arrête, sort une arme de sa poche et la pousse à sortir de la voiture en plein désert. Il la conduit de force à l'écart de la route dans une zone rocheuse, et là, il lui fait vivre l'enfer. Après avoir abusé d'elle, il la frappe avant de lui tirer une balle dans la tête, froidement, sans un mot. Après son crime, Andrew reprend le volant, laissant le corps de Julie dans le décor désolé, et rentre chez lui comme si de rien n'était. Il vient de tuer pour la 2e fois. Mais cette fois, il a franchi une nouvelle étape. Après ce meurtre, Andrew Urdiales entre dans une nouvelle phase. Plus aucun masque, plus aucune attache morale, seulement une obsession. Assouvir ses pulsions. Le corps de Julie sera retrouvé le lendemain par des promeneurs. La police sera bien entendu appelée et se rendra sur place. Les modus operandi des premiers meurtres étaient totalement différents et aucun lien direct ne sera fait entre les 2 affaires. Et par conséquent, aucune piste sérieuse ne sera trouvée. De son côté, Andrew n'avait rien à craindre. Il n'était ni inquiété, ni même soupçonné. Nous sommes maintenant le 25 septembre 1988, à San Diego, en Californie, à peine 2 mois après l'horrible meurtre de Julie McGee. Andrew est de nouveau au volant de sa voiture. Il rôde, une fois de plus, en quête d'une proie. La nuit est tombée sur la ville, la température s'est rafraîchie, mais dans l'esprit d'Andrew, la tempête fait rage. C'est à ce moment-là qu'il aperçoit Mary Ann Wells, une jeune femme de 31 ans. Celle-ci attendait un client dans une ruelle mal éclairée. Andrew s'approche d'elle, l'aborde. Elle monte dans sa voiture sans méfiance, et il roule quelques minutes. Mais très vite, l'atmosphère change. Andrew sort alors son arme, la force à descendre de la voiture dans une zone isolée, en plein désert. Après avoir abusé d'elle, il lui tire une balle en pleine tête. Il prend le temps de recouvrir partiellement le corps avec du sable, puis reprend la route. Toujours aussi calme, aucune émotion, aucun remords, juste la satisfaction d'avoir assouvi ses pulsions. En quelques mois, Andrew était devenu un tueur en série. Son modus operandi est désormais bien en place. Il rôde, il frappe et il tue, avant de disparaître. Le corps de Mary Ann sera retrouvé quelques heures plus tard. L'enquête de la police révélera les points communs entre les 2 derniers meurtres. Mais là non plus, aucune piste sérieuse ne ressortira. Et le temps va passer.
Nous sommes maintenant le 17 avril 1989, à Palm Springs, en Californie. Ce jour-là, Andrew Urdiales roule lentement le long des petites routes désertes qui serpentent entre les motels et les coins sombres de la ville. Et en fin d'après-midi, il croise la route de Tammy Erwin, 18 ans. Andrew s'arrête à son niveau et lui propose de la déposer. Tammy accepte. Andrew la conduit en dehors de la ville, dans une zone désertique, isolée, comme il l'a déjà fait auparavant. Une fois arrivé à l'écart des routes, il sort son arme et la force à descendre. Ce qui se passe ensuite sera d'une brutalité inouïe. Une fois son acte commis, Andrew tire une balle dans la tête de la jeune femme, puis abandonne son corps au milieu du désert. Personne ne l'a entendu, personne ne l'a vu. Le corps de Tammy sera retrouvé quelques jours plus tard par des promeneurs. La police ne trouvera aucun indice, aucun témoin, aucune trace. Et encore une fois, le nom d'Andrew Urdiales ne figurera nulle part dans l'enquête. Après ce 4e crime, une pause inattendue va survenir. Nous sommes maintenant en janvier 1991. Andrew, qui était toujours dans l'armée à cette période, va être contraint à une pause forcée dans ses crimes. En effet, le 17 janvier 1991, l'opération militaire nommée Tempête du désert est lancée sous l'aval des Nations Unies. Cette opération a été lancée suite à l'invasion du Koweït par l'Irak quelques semaines plus tôt. Andrew, comme des dizaines de milliers de militaires de la coalition internationale, est donc déployé dans la région. Cette opération militaire durera jusqu'en février 1991. Et en avril 1991, après le vote de la résolution 687 des Nations Unies mettant officiellement fin à la guerre du Golfe, Andrew est finalement démobilisé et rapatrié aux États-Unis. Après son retour aux États-Unis, Andrew quitte finalement l'armée avec les honneurs. Après avoir quitté l'armée, il retourne vivre chez ses parents à Chicago, dans l'État de l'Illinois. Quelques mois plus tard, en septembre 1992, il se rend une nouvelle fois en Californie pour passer des vacances. Et très vite, de nouveau dans le contexte californien, ses pulsions reviennent de plus belle. Le soir du 27 septembre 1992, il croise la route d'une jeune femme nommée Jennifer Asbenson, une infirmière de 19 ans. Il s'arrête à son niveau et lui propose de la déposer à son travail. Après l'avoir déposée, Andrew va aller se garer près de l'entrée du bâtiment dans lequel Jennifer travaillait. Et il va attendre. Il va attendre encore et encore, jusqu'à ce que Jennifer finisse sa journée et ressorte de son travail. Il va alors s'approcher d'elle en jouant la surprise et lui proposer de la déposer chez elle. Elle accepte. Après quelques minutes de route, Andrew va alors s'arrêter avant de sortir son arme et de menacer Jennifer. Il lui attachera ensuite les mains et la mettra dans son coffre. Et ceci pour une raison totalement inconnue. Une erreur qu'Andrew va regretter. Après quelques minutes de route, Jennifer, toujours dans le coffre de la voiture, réussit à défaire ses liens et à ouvrir ce même coffre de l'intérieur avant de prendre la fuite. Elle ira se réfugier dans le poste de police le plus proche et leur racontera sa mésaventure. Malheureusement, mis à part la description de l'agresseur, la police n'avait rien de concret, et Andrew va passer entre les mailles du filet. Mais pour la première fois, il venait de laisser filer une victime, et cette erreur va le terrifier. Après cet événement, Andrew, croyant être sur le point de se faire attraper, va se mettre en pause. Après sa tentative ratée d'enlèvement sur Jennifer Asbenson en 1992, Andrew comprend qu'il est passé à 2 doigts de se faire prendre. Pour la première fois, la peur l'envahit. Cette peur va le hanter pendant longtemps. Si longtemps qu'il disparaît complètement des radars pendant presque 3 ans. 3 années de silence. 3 années durant lesquelles Andrew semble rentrer dans le rang, mener une vie normale. Mais ce n'est qu'une façade. En réalité, il rumine, il bouillonne, il est frustré, rongé par ses obsessions qu'il n'arrive plus à satisfaire. Puis un soir de mars 1995, ce silence s'arrête. La bête se réveille, et cette fois, elle est plus brutale que jamais.
Nous sommes le 11 mars 1995. Andrew, une nouvelle fois de passage en Californie, croise Denise Manet, une jeune femme de 32 ans. Celle-ci est rentrée chez elle à Cathedral City, et elle n'a aucune idée qu'un prédateur l'observe. Encore une fois, Andrew a repéré sa proie. Il l'attend, il la suit, puis à un moment précis, il l'attaque. Denise est traînée de force dans un endroit isolé. Là, Andrew abuse d'elle avant de la frapper avec son couteau à plusieurs reprises. Il s'acharne. Son couteau devient l'instrument d'une rage accumulée pendant 3 longues années. Quand il en a fini, Denise gît sans vie. Encore une fois, Andrew repart, effacé comme une ombre, laissant derrière lui un corps, une famille détruite et un mystère de plus pour la police locale. Pour les autorités, ce crime semble isolé et aucun lien direct n'est fait entre celui-ci et les autres. Mais pour Andrew, ce n'est que le début d'une nouvelle série. Nous sommes maintenant en avril 1996. Andrew vit désormais à Chicago et travaille comme agent de sécurité dans un centre commercial. En surface, sa vie semble stable. Il est calme, discret, efficace. Mais derrière cette apparence de normalité, la bête n'a jamais disparu. Nous sommes le 14 avril 1996, à Bloomington, dans l'état de l'Indiana. Ce jour-là, Andrew croise la route de Laura Uilaki, une jeune femme de 25 ans. Il l'aborde, il lui parle, il la convainc de monter avec lui dans sa voiture. Il la conduit jusqu'à une zone isolée, loin de la ville, où personne ne peut l'entendre. Là, il abuse d'elle, puis la tue. Il ne s'arrête pas là. Après le meurtre, il transporte le corps de la jeune femme jusqu'au bord de Wolf Lake, à la frontière entre l'Illinois et l'Indiana. Il l'abandonne là, puis reprend la route sans se retourner. Le corps de Laura sera retrouvé quelques jours plus tard par un pêcheur. Aucun témoin ni aucun indice ne seront retrouvés. L'enquête de la police mène à une impasse. Une victime de plus sur une liste qui continue de s'étendre. Andrew, de son côté, se sentait plus fort que jamais. Il se sentait invincible et il allait continuer. Nous sommes maintenant en juillet 1996, dans le comté de Livingston, dans l'état de l'Illinois. Andrew roule seul, il est à la recherche de sa nouvelle victime. Sur le chemin, il croise la route de Cassandra Corum, une jeune femme de 21 ans. Ils échangent quelques mots et comme il l'a déjà fait tant de fois, Andrew parvient à la convaincre de monter dans sa voiture. Ils prennent ensuite la route et celui-ci l'emmène dans un endroit isolé, près d'un bras de la rivière Vermilion. Andrew s'arrête alors dans un endroit isolé avant de sortir son arme et de menacer Cassandra. Il la fait sortir de la voiture avant de la frapper avec son couteau. Après avoir fini, il prend son corps, l'embarque dans sa voiture et le jette quelques kilomètres plus loin, dans la rivière Vermilion. Il rentrera ensuite chez lui, comme toujours, sans un regret. Le 14 juillet 1996, le corps de Cassandra est retrouvé par des pêcheurs. Ce meurtre fait peu de bruit dans la presse, mais la police est sous le choc. La violence est inouïe et pourtant, aucun nom ne ressort. La police désemparée n'avait aucun témoin ni aucun suspect. Mais attendez, ce n'est pas fini. Nous sommes maintenant le 2 août 1996, à peine 3 semaines après la macabre découverte du corps de Cassandra Corum dans la rivière Vermilion. Andrew est de nouveau en chasse. La soif de violence ne s'est pas éteinte. Au contraire, elle semble grandir de crime en crime. Ce jour-là, il croise la route de Lynn Huber, une jeune femme de 22 ans. Comme à son habitude, Andrew s'arrête à son niveau, puis la convainc de monter dans sa voiture avant de la conduire dans un endroit isolé. Après avoir abusé d'elle, il la tue d'une balle en pleine tête. Le corps de Lynn est retrouvé quelques jours plus tard, non loin d'un chemin isolé. Les autorités sont désarmées, pas d'indices, pas d'armes, pas de témoins. Mais un détail commence à interpeller. La balle utilisée pour tuer Lynn est identique à celle utilisée dans le meurtre de Cassandra Corum. Les balisticiens commencent à faire le lien. Mais pour l'instant, il n'y a pas de nom, pas de visage, juste une ombre qui sème la désolation. À ce stade, rien ne semblait pouvoir arrêter Andrew. Mais un événement inattendu allait venir rebattre les cartes. Nous sommes maintenant en novembre 1996. Une nuit glaciale s'abat sur Chicago.
La ville dort, plongée dans un épais silence. Mais dans ce silence, le destin est en mouvement. Le soir du 6 novembre 1996, Andrew est dans sa voiture. Il roule sans but, comme toujours, froid, calculateur. Puis soudain, sans prévenir, des gyrophares s'allument derrière lui. Une patrouille de police avait décidé de le faire stationner sur le bas-côté pour un contrôle de routine. Rien d'exceptionnel. Mais à l'intérieur du véhicule, Andrew est stressé. Il sue abondamment. Les officiers de police, trouvant son attitude très suspecte, décident de faire sortir Andrew et de fouiller le véhicule. Au bout de quelques minutes, ils trouvent une arme à feu. Après un appel au central, les policiers reçoivent la confirmation que cette arme n'est pas enregistrée. Andrew, sous le choc, se contente d'obéir. Une attitude étrange qui interpelle les policiers. L'un des officiers, un vétéran de la brigade, sent quelque chose d'étrange. Ce n'est pas l'arme qui lui fait peur. C'est le regard, vide et fixe, de cet homme qui le glace. L'officier prend une décision sur un simple élan d'intuition. Il demande que l'arme soit envoyée en balistique pour vérification. Un geste qu'il ne fait pas toujours, mais ce soir-là, quelque chose ne collait pas. Quelque chose résonnait comme une dissonance. Et ce geste va tout changer. Quelques semaines plus tard, le rapport tombe. Cette arme est liée à 3 affaires non résolues. Des balles identiques à celles qui ont tué Cassandra Corum, Lynn Hubert et Laura Uliaki. Pour les enquêteurs, c'est un choc. En quelques instants, des dossiers éparpillés convergent vers une piste unique et les pièces s'emboîtent. Le 23 avril 1997, la police de Chicago interpelle de nouveau Andrew Urdiales. Il n'est plus un homme anonyme. Il est devenu le centre d'un cauchemar qui s'étend sur plus de 10 ans. Après son arrestation, Andrew est emmené au poste de police et conduit en salle d'interrogatoire. Au bout de quelques minutes, assis en face des enquêteurs, Andrew craque et sa langue se délie complètement. Il va alors avouer les meurtres un à un, comme une liste qu'il aurait écrite dans sa tête depuis longtemps. Les dates, les lieux, les armes, les détails, et cela sans aucune hésitation. Après ces aveux soudains, Andrew est donc inculpé des 8 meurtres et incarcéré en attendant son procès. Après ces aveux, la machine judiciaire se met en marche. Le premier procès se tient en 2002, dans l'Illinois. Après quelques semaines de procès, Andrew Urdiales est reconnu coupable de meurtre et il est condamné à mort. Puis en 2004, un deuxième verdict tombe pour le meurtre de Lynn Hubert et de Laura Uliaki. À nouveau, la peine de mort est prononcée. Mais en mai 2011, l'Illinois abolit la peine de mort, et Andrew voit donc sa condamnation commuée en prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Pendant des années, il reste silencieux, froid. Puis en 2018, la Californie demande son extradition pour un nouveau procès. À l'issue du procès californien en octobre 2018, le verdict tombe et il est jugé coupable et condamné à mort. Après son procès, Andrew Urdiales est incarcéré dans le couloir de la mort de la prison de Saint-Quentin en Californie. Mais Andrew ne sera jamais exécuté, puisque le 2 novembre 2018, soit quelques semaines à peine après sa condamnation, Andrew Urdiales est retrouvé mort dans sa cellule. Il avait mis fin à ses jours. Il est 23h15 quand les gardiens le découvrent, mais il était trop tard. Andrew était parti sans un mot, sans une explication. Il était parti comme il avait vécu, dans le silence. Voici donc la terrifiante histoire d'Andrew Urdiales. Un homme au visage ordinaire, sans histoire, capable de se fondre dans la masse, mais qui, dans l'ombre, a semé la mort sur 3 États. En l'espace de 10 ans, il a détruit la vie de 8 femmes et de leurs familles, sans jamais laisser la moindre trace. Son calme, sa maîtrise, son absence totale de remords en font l'incarnation même de la noirceur de l'âme humaine. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les notifications. N'hésite pas non plus à me suivre sur mes différents réseaux sociaux pour avoir accès à mes actualités. Tu peux aussi souscrire à la chaîne pour avoir des avantages exclusifs. Je suis curieux d'avoir ton avis sur cette affaire dans les commentaires de cette vidéo. Pour ma part, je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante. À très vite dans tes cauchemars.